Lorsque le cercueil blanc d'Emily fut déposé au centre de la chapelle de Grace Memorial Gardens, tout le monde pensait assister à un dernier adieu. Les parents, les enseignants, les voisins, chacun était venu pour dire au revoir à une petite fille de 8 ans, partie trop tôt. Mais personne n'était préparé à ce qui allait briser le silence quelques minutes plus tard. Surgissant de la brume matinale, couvert de boue et d'épuisement, un berger allemand fendit la foule en deuil et se précipita droit vers le cercueil. Ses pattes frappèrent le sol, ses gémissements déchirèrent l'air, et bientôt, il se mit à gratter le bois avec une urgence terrifiante. Les mains tremblantes, certains crièrent de l'arrêter. Mais le chien refusait de reculer. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'était pas terminé. Et lorsque les adultes comprirent enfin pourquoi il était venu, il était presque trop tard. Ce que ce chien savait, que personne d'autre n'avait vu, allait bouleverser toute une ville et changer à jamais la frontière entre la vie et la mort. Restez bien jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que la science pensait possible. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le silence solennel du cimetière de Silverwood Memorial venait d'être brisé. À travers la brume matinale encore suspendue entre les pierres de tombale, un berger allemand couvert de boue surgit soudainement entre les rangées de chaises pliantes. Ses pattes frappaient l'herbe humide avec fracas, tandis que la foule endeuillée, vêtue de noir, se séparait dans un mouvement de stupeur. Le chien fonçait droit vers le petit cercueil blanc posé devant l'autel improvisé. « Attrapez ce chien !» cria quelqu'un, mais il était déjà trop tard. Rex était arrivé. Ses pattes souillées marquèrent le bois poli, tandis qu'il posait le museau contre le cercueil, gémissant d'une détresse déchirante. Daniel Parker fit un pas en avant pour l'écarter du cercueil de sa fille, le visage ravagé par un chagrin encore brûlant, mais le chien refusa de bouger. Il gratta le couvercle avec frénésie, ses plaintes devenant de plus en plus pressantes. « Laisse-le !» murmura Ava Parker d'une voix presque inaudible à travers ses larmes. « Il a fait tout ce chemin !» Sa phrase resta suspendue lorsque le comportement du chien changea. Ce n'était plus de la panique, c'était autre chose, une urgence déterminée, presque consciente. Les personnes présentes cessèrent de murmurer, observant, figées, alors que quelque chose d'inexplicable commençait à se produire. Quelque chose qui allait bouleverser toute leur petite ville. Dans la modeste ville de Brookhaven, nichée au cœur du Vermont rural, la famille Parker menait une existence simple dans une petite maison de location sur Maple Lane. Daniel Parker, chauffeur routier, longue distance, aux mains calleuses et au regard bienveillant, passait des semaines entières sur les routes pour subvenir aux besoins de sa famille. Son visage marqué et ses cheveux prématurément grisonnants racontaient des années de nuits blanches et de repas manqués. Mais jamais son engagement n'avait faibli. Ava Parker travaillait en horaire double à la laverie locale Brightspin, ses mains douces, rendues rugueuses par l'eau chaude et les détergents. Malgré leurs difficultés financières, elle conservait toujours un sourire, surtout pour leur fille unique, Lily. Le couple avait traversé bien des épreuves, mais leur amour, l'un pour l'autre et pour leur enfant, n'avait jamais vacillé. Lily Parker était leur miracle. Née après des années d'attente, elle était arrivée dans leur vie avec de grands yeux bleus et un rire contagieux capable d'illuminer les journées les plus sombres. À 6 ans, elle possédait déjà une sagesse étonnante, passant des heures assises près de la fenêtre à attendre le camion de son père dans la rue. Malgré leurs moyens modestes, Lily ne se plaignait jamais de ce qu'elle n'avait pas. Elle trouvait le bonheur dans les plaisirs simples. Ramasser des feuilles mortes, dessiner pour ses parents et plus tard, passer chaque instant possible avec Rex. Rex entra dans leur vie le jour du 6e anniversaire de Lily. Daniel l'avait découvert lors d'une tournée, abandonné dans un carton détrempé au bord d'une route secondaire. Le chiot tremblait, transi par la pluie d'automne. Malgré leur budget déjà serré, Daniel n'avait pas pu l'abandonner là. Il l'avait enveloppé dans sa veste et ramené à la maison, arrivant juste à temps pour le dîner d'anniversaire. Dès que Lily posa les yeux sur le chiot, le lien fut immédiat. Elle le nomma Rex, d'après le héros de son livre préféré, Rex le courageux. Le chiot, comme conscient de sa chance, devint aussitôt son ombre. Il dormait devant sa porte, attendait patiemment qu'elle termine ses repas et la suivait partout où il était autorisé à aller. Avec le temps, Rex devint un chien magnifique, au regard brun, intelligent et à la nature protectrice qui rassurait Ava durant les longues absences de Daniel.
Il n'était pas qu'un animal de compagnie. Il était le confident de Lily, son protecteur, son meilleur ami. Personne n'aurait pu imaginer alors à quel point ce lien deviendrait crucial, ni comment il serait mis à l'épreuve d'une manière qui allait défier tout ce que la communauté croyait savoir sur la loyauté, l'amour et la fragile frontière entre la vie et la mort. Le printemps venait à peine d'atteindre la cour de récréation de l'école élémentaire de Brookhaven lorsque la tragédie frappa. Lily, désormais âgée de 7 ans, avait pris l'habitude de retrouver Rex chaque jour à la clôture de l'école pendant la récréation. Le grand berger allemand s'asseyait de l'autre côté, observant calmement son ami jouer. L'administration avait d'abord protesté, mais la douceur et la vigilance du chien avaient fini par convaincre tout le monde. Pas tout le monde cependant. Madison Cole, une élève plus âgée, connue pour sa cruauté, s'en prenait à Lily depuis plusieurs semaines. Elle se moquait de ses vêtements de seconde main et de son amitié avec ce sale chien. Lily endurait les humiliations en silence, se répétant les mots de sa mère « Sois gentille, même quand c'est difficile ». Ce mardi après-midi fatal, Madison et 2 de ses amis coincèrent Lily près de l'ancien étang derrière le terrain de jeu, un endroit strictement interdit, dissimulé au regard des enseignants par un groupe de chênes. Madison arracha le carnet de Lily, celui où elle dessinait Rex et écrivait leurs aventures. « Regardez ça !» ricana-t-elle. Elle écrit des lettres à son chien, comme s'il était humain. Les rires fusèrent. Lily supplia, mais Madison déchira des pages et les lança dans l'eau trouble. En tentant de les récupérer, Lily glissa et bascula tête la première dans l'étang. Rex comprit instantanément. Il sauta par-dessus la clôture, ignora les cris des enseignants et plongea dans l'eau glacée. Lorsqu'il parvint à la ramener sur la berge, Lily ne bougeait plus. Malgré un coup reçu à l'œil pendant la panique, Rex resta à ses côtés jusqu'à l'arrivée des secours. Mais ce n'était que le début. La vérité finirait par émerger, mais trop tard pour empêcher des décisions irréparables. Des décisions qui allaient entraîner une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Les heures qui suivirent l'incident de l'étang s'étirèrent comme un cauchemar au ralenti. Lily fut transportée d'urgence à l'hôpital général de Brookhaven, tandis que Rex restait à l'école, maintenu à l'écart par une laisse improvisée trouvée par le concierge. Son œil enflait rapidement à l'endroit où Lily l'avait heurté dans sa panique, mais le chien ne cessait de fixer la route qu'avait empruntée l'ambulance, gémissant doucement, comme s'il refusait d'abandonner sa mission. Daniel Parker arriva le premier à l'école, son camion encore en marche sur le parking lorsqu'il aperçut Rex, trempé, blessé, isolé. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il d'une voix tendue en remarquant le sang sur son pelage. Les membres du personnel échangèrent des regards gênés avant que M. Caldwell, le directeur, ne s'avance prudemment. « Monsieur Parker, il y a eu un incident près de l'étang. Certains élèves disent avoir vu votre chien se montrer agressif envers Lily avant sa chute. » Les mots frappèrent Daniel comme un coup de poing. « Agressif ?» répéta-t-il, incrédule. Pendant ce temps, Eva était à l'hôpital avec Lily qui avait repris conscience et racontait, entre 2 sanglots, ce qui s'était réellement passé. Mais le mal était déjà fait. Les parents appelaient l'école, les réseaux sociaux locaux s'enflammaient et les versions déformées de l'histoire se multipliaient. Le lendemain matin, des agents de la protection animale se présentèrent à l'école pour évaluer Rex. Le chien, malgré la douleur, resta calme, docile, presque stoïque. Leur rapport nota son tempérament doux, mais ne suffit pas à apaiser la peur grandissante des parents. Lorsque Lily rentra enfin à la maison, encore pâle et tremblante, elle apprit que Rex avait été qualifié de « chien dangereux ». « Il m'a sauvée », répétait-elle en pleurant. « Madison m'a poussée. » Mais Madison et ses amis, soutenus par leurs parents influents, gardèrent le silence. Dr. Helen Brooks, la vétérinaire qui suivait Rex depuis qu'il était chiot, examina sa blessure et rédigea un rapport détaillé. « Cette plaie est défensive », affirma-t-elle fermement. L'angle et la nature du choc indiquent qu'il protégeait l'enfant. Malgré cela, le conseil scolaire trancha. Rex était considéré comme un risque. Les Parker reçurent un ultimatum, éloigner le chien de toute zone scolaire ou faire face à des poursuites. La nouvelle écrasa la famille. Ils n'avaient ni les moyens de déménager ni la possibilité de scolariser Lily ailleurs. Comme si cela ne suffisait pas, leur compagnie d'assurance envoya une lettre glaçante. La police habitation serait résiliée s'ils conservaient un animal jugé dangereux. Ils avaient 10 jours pour choisir entre leur foyer et le chien qui avait sauvé leur fille. Chaque soir, Daniel et Ava discutaient jusqu'à l'épuisement, tandis que Lily et Rex restaient enlacés sur le sol du salon. Le chien, malgré tout,
continuait chaque matin à accompagner Lily jusqu'à la limite du terrain, s'arrêtant là où il n'avait plus le droit d'aller, la regardant partir avec une fidélité qui rendait la séparation imminente encore plus cruelle. Brookhaven se divisa rapidement en deux camps. Le journal local, le Brookhaven Gazette, publia un article en première page au titre alarmiste. Un chien familial impliqué dans un incident scolaire. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Un groupe en ligne, dirigé par la mère de Madison, Madame Cole, récolta des centaines de signatures exigeant des règles plus strictes concernant les animaux près des écoles. À l'église, les Parker sentirent le poids des regards, les bancs qui se vidaient autour d'eux. Pourtant, quelques voix s'élevèrent. Dr. Brooks publia le rapport médical de Rex. Un voisin, M. Lane, écrivit une lettre défendant la douceur du chien. Mais la peur parlait plus fort que la raison. Puis vint le coup de grâce. La compagnie de transport de Daniel reçut des appels anonymes mettant en doute son sens des responsabilités. Eva se vit retirer des heures à la laverie. Même les commerces prenaient position. Un magasin d'animaux afficha son soutien aux décisions du conseil scolaire, tandis qu'un autre offrait discrètement des réductions à la famille. Lily à l'école se retrouvait seule à la cantine. Les chuchotements la suivaient dans les couloirs. Seul un garçon discret, Noah Chen, récemment arrivé en ville, osait encore s'asseoir près d'elle. L'ultime décision arriva un matin gris. Daniel trouva une solution temporaire. Un ancien camarade de l'armée, Mark Dalton, gérait un refuge rural à près de 80 km. Il accepta d'accueillir Rex. Lily passa la nuit précédente à dormir dehors avec lui, ses bras serrés autour de son cou. Au petit matin, Eva les trouva ainsi, couverts de rosée. « C'est juste pour un temps », murmura Daniel en préparant les affaires du chien. Mais sa voix tremblait. Eva cuisina le repas préféré de Rex, des œufs brouillés avec un peu de fromage, rompant toutes les règles pour ce dernier matin. Lorsque le vieux pick-up rouge apparut dans l'allée, Lily s'effondra. « S'il te plaît, ne le laisse pas partir » sanglota-t-elle. Rex léchait ses joues, tentant de la consoler. Au moment de monter dans le camion, le chien se retourna une dernière fois, fixant Lily avec une intelligence et une tristesse qui firent détourner le regard à Mark lui-même. Quand le camion disparut, la maison sembla soudain vide, trop silencieuse. Lily errait d'une pièce à l'autre, touchant la gamelle, la laisse, l'espace sous la table où Rex dormait. Cette nuit-là, elle fit de la fièvre. Eva resta à son chevet, écoutant sa fille appeler Rex dans son sommeil. Daniel passa la nuit dans le garage, rangeant et dérangeant ses outils. Ils avaient obéi, mais à quel prix ? Les jours qui suivirent le départ de Rex laissèrent une trace invisible mais profonde dans la maison des Parker. Tout semblait fonctionner, les horloges tournaient, les robinets coulaient, la télévision diffusait les mêmes informations locales, mais quelque chose d'essentiel manquait. Lily continuait d'aller à l'école mécaniquement, son sac trop lourd pour ses épaules frêles, son regard constamment attiré par la clôture vide où Rex l'attendait autrefois. Chaque matin, elle s'y arrêtait quelques secondes, comme si elle espérait encore le voir apparaître de l'autre côté, assis bien droit, la queue battant doucement contre le grillage. Puis la sonnerie retentissait et elle entrait, la gorge serrée. À la maison, elle oubliait sans cesse que Rex n'était plus là. Elle tendait la main en lisant comme pour caresser son pelage, puis se figeait, le regard perdu dans le vide. Le soir, elle posait la brosse de Rex sur sa table de nuit et la tenait parfois contre elle en silence jusqu'à s'endormir. Les premiers signes inquiétants apparurent environ 3 semaines plus tard. Eva remarqua que Lily mangeait à peine, poussant les aliments dans son assiette sans y toucher. Des cernes sombres se formaient sous ses yeux autrefois pétillants. Elle se fatiguait rapidement, s'allongeait souvent sans raison apparente. Lors de la réunion parents-professeurs, Madame Reynolds, son enseignante, confia à Eva son inquiétude. « Elle ne participe plus du tout. Elle regarde par la fenêtre toute la journée. C'est comme si elle n'était plus vraiment là. » Eva sentit une boule se former dans sa poitrine. Le lendemain, lors d'un contrôle de routine, le docteur Martin Keller fronça les sourcils en examinant les résultats. Lily avait perdu du poids. Sa tension était anormalement basse. Il prit Eva à part. « Chez les enfants, la détresse émotionnelle peut se manifester physiquement », expliqua-t-il avec douceur. « Y a-t-il eu un changement important récemment ?» Eva évoqua Rex. Le médecin resta pensif. « J'ai déjà vu des enfants endeuillés par la perte d'un animal, mais ici, c'est plus profond. » Les examens s'enchaînèrent. Le système immunitaire de Lily semblait affaibli, comme si son corps n'avait plus la force de se défendre. De simples rhumes dégénéraient en infections persistantes.
Daniel commença à refuser des tournées pour accompagner sa fille aux rendez-vous médicaux. Chaque spécialiste ajoutait une pièce inquiétante au puzzle. Troubles du sommeil, taux de cortisol élevé, perte d'appétit sévère, les factures médicales s'empilaient. Eva se réveillait plusieurs fois par nuit pour vérifier que Lily respirait bien, trouvant souvent son oreiller humide de larmes. À l'école, l'isolement de Lily s'accentuait. Même les rares camarades compatissants prenaient peu à peu leur distance, mal à l'aise face à sa tristesse constante. Pendant la récréation, elle s'asseyait seule sur le banc près de la clôture, son carnet serré contre elle, rempli de dessins de Rex attendant patiemment. Un après-midi particulièrement difficile, Lily s'évanouit pendant le cours de sport. L'ambulance revint, sirène hurlante, comme un sinistre écho du passé. À l'hôpital, les médecins constatèrent un stress systémique, comme si son corps luttait sur plusieurs fronts à la fois. Le lien entre l'esprit et le corps est extrêmement puissant chez les enfants, expliqua le docteur Keller lors d'un entretien plus grave que les précédents. Le traumatisme émotionnel ne touche pas seulement son humeur, il affecte tout son organisme. Il recommanda une thérapie spécialisée, mais l'assurance ne couvrait qu'une infime partie des coûts. Pendant ce temps, à la ferme de Mark Dalton, Rex dépérissait lui aussi. Mark appelait régulièrement pour donner des nouvelles, mais chaque appel serrait un peu plus le cœur des Parker. Rex mangeait peu, passait des heures à fixer la route menant vers Brookhaven. Il ignorait les autres animaux, refusait les jeux. La séparation semblait consumer le chien autant que l'enfant. Eva remarqua que parler de Rex rendait Lily à la fois plus lumineuse et plus fragile, comme si évoquer son nom ravivait une blessure jamais refermée. Les carnets de Lily se remplirent de dessins répétitifs. Rex assis près de la clôture, Rex courant à ses côtés, Rex la regardant partir à l'école. Le conseiller scolaire suggéra que cette fixation n'était pas saine, mais Ava sentait qu'on demandait à sa fille d'oublier ce qui lui permettait encore de tenir. L'ironie était cruelle. En voulant protéger les élèves d'un danger imaginaire, le système avait infligé un mal bien réel à l'une des plus vulnérables. Les factures continuaient d'arriver, implacables. Daniel et Ava s'asseyaient chaque soir à la table de la cuisine, étalant les relevés comme un jeu de cartes maudits. Les montants donnaient le vertige. « On pourrait vendre le camion », murmura Daniel un soir, la voix vide. Eva secoua la tête. Sans le camion, il ne pourrait plus travailler. Les économies fondaient. Eva prit des quarts de 16 heures à la laverie, ses mains crevassées saignant parfois sous les gants. Daniel accepta des trajets de nuit, plus dangereux mais mieux payés. Ils commencèrent à vendre leurs biens. La vieille canne à pêche de Daniel, la vaisselle héritée de la mère d'Ava, même des vêtements de Lily. Les appels de recouvrement interrompaient les repas. Les factures de gaz furent repoussées. Eva chauffait l'eau sur une plaque électrique pour laver la vaisselle et baigner Lily. Certains voisins remarquèrent leur détresse. Les Wilson, autrefois distants, laissèrent discrètement des sacs de provisions sur le pas de la porte. L'église organisa une collecte qui couvrit à peine une semaine de médicaments. Puis le coup final tomba. Le propriétaire annonça la vente de la maison, 30 jours pour partir. Trouver un logement avec leurs dettes était presque impossible. Daniel dénicha finalement un petit appartement au-dessus d'une pizzeria du centre-ville. 2 pièces, des escaliers raides, une odeur persistante de sauce tomate. Mais il n'avait pas le choix. Le jour du déménagement, Lily resta silencieuse, observant les objets disparaître. Il n'y avait plus de place pour le panier de Rex. Eva fit d'autres lessives la nuit, suspendant le linge dans la salle de bain exiguë. Daniel dormait sur un canapé pliant grinçant. Ils durent résilier leur forfait téléphonique, coupant les appels longue distance vers la ferme. Lily perdit son dernier lien direct avec Rex. Une nuit, Eva fut retrouvée assise sur les marches de l'immeuble, les factures à la main, pleurant en silence. « On lui a pris tout ce qu'elle aimait », murmura-t-elle. Daniel la serra contre lui, incapable de promettre un avenir meilleur. Leur seule certitude était que Lily devait passer avant tout, même si eux devaient s'effacer. L'hôpital général de Brookhaven était devenu un lieu étrangement familier pour la famille Parker. Les couloirs aux murs pâles, l'odeur persistante de désinfectants, le bourdonnement constant des machines, tout cela faisait désormais partie de leur quotidien. Le jour où Lily fut admise pour la 4e fois, son petit corps inconscient sur le brancard, quelque chose se brisa définitivement chez Eva. Elle tenait la main de sa fille, froide et trop légère, tandis que Daniel remplissait, encore une fois, des formulaires d'admission de plus en plus épais. « Température à 40 degrés ?» annonça une infirmière en installant les capteurs.
La même infirmière, qui avait déjà vu Lily à plusieurs reprises, fronça les sourcils en constatant à quel point l'enfant avait maigri depuis la dernière hospitalisation. Son uniforme scolaire, autrefois ajusté, flottait désormais sur elle. Le docteur Martin Keller arriva en urgence, encore vêtu de sa tenue de sport, ayant quitté un rendez-vous personnel dès l'appel reçu. Son visage, habituellement rassurant, était fermé, concentré. « Depuis combien de temps est-elle inconsciente ?» demanda-t-il. « Elle s'est effondrée à la cantine », répondit Ava d'une voix brisée. « Elle n'avait presque rien mangé ?» Les 48 heures suivantes s'écoulèrent dans un brouillard de tests, de perfusions et de conversations à voix basse. Lily se réveillait parfois, délirante, appelant Rex d'une voix faible avant de replonger dans l'inconscience. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux et réalisait qu'elle était toujours à l'hôpital, une ombre supplémentaire semblait envahir son regard. Les spécialistes se succédaient. Un immunologue parlait de défenses affaiblies. Un neurologue évoquait des réponses psychosomatiques sévères. Une psychologue expliquait que chez certains enfants, la détresse émotionnelle pouvait provoquer un effondrement global du corps, pourtant aucune explication ne semblait suffisante. C'est comme si son organisme avait décidé d'abandonner, confia finalement le docteur Keller lors d'un moment de vérité avec les parents, comme si elle n'avait plus la force de lutter. Daniel passa ses nuits sur une chaise en plastique dur près du lit, refusant de rentrer. Eva alternait entre l'hôpital et la laverie, dormant par fragments, la peur logeait en permanence dans sa poitrine. Leur nouvel appartement restait vide, les factures s'empilaient sans être ouvertes. Le 4e jour, l'état de Lily s'aggrava brutalement. Sa fièvre grimpa dangereusement, sa respiration devint laborieuse. L'équipe médicale se précipita, poche de glace, médicaments, voix pressée. Eva observait, impuissante, la poitrine de sa fille se soulever avec difficulté. « Nous devons envisager une hospitalisation longue durée », déclara enfin le docteur Keller, la voix grave. Son corps ne réagit plus normalement. Parfois, le traitement dont un enfant a le plus besoin n'est pas quelque chose que nous pouvons prescrire. Cette nuit-là, Daniel passa un appel désespéré à la ferme de Mark Dalton depuis le téléphone de l'hôpital. Les nouvelles concernant Rex furent un coup supplémentaire. Le chien mangeait à peine. Il passait ses journées allongé près de la clôture, fixant la route en direction de Brookhaven. « C'est comme s'il attendait quelqu'un », murmura Mark, la voix lourde. Eva comprit alors, avec une clarté douloureuse, que le lien entre Lily et Rex n'avait jamais été rompu. Il avait simplement été étiré jusqu'à devenir une source de souffrance pour eux deux. La chambre d'hôpital de Lily se remplit peu à peu de cartes de vœux, de peluches, de fleurs fanées. Les murs blancs furent recouverts de dessins. Tous représentaient Rex. Les infirmières s'habituèrent au réveil nocturne de Lily, à ses murmures appelant son chien. Certaines s'asseyaient près d'elle, tenant sa main, écoutant les histoires qu'elle racontait à demi consciente, décrivant Rex comme le plus courageux, le plus gentil des chiens. Les semaines passaient, et si l'état de Lily se stabilisait parfois, elle restait prisonnière d'un entre-deux inquiétant. Vivante, mais absente. Présente, mais ailleurs. La nouvelle de son hospitalisation prolongée se répandit rapidement à Brookhaven, ravivant les divisions. Le Brookhaven Gazette publia un nouvel article, plus nuancé cette fois, évoquant la possibilité que la séparation forcée ait contribué à l'état de l'enfant. À l'école, le bureau de Lily resta vide. Noah Chen prit la parole lors d'une assemblée, racontant comment Lily avait été la seule à l'accueillir quand il était arrivé en ville. Plusieurs élèves pleurèrent. Même Madison Cole commença à montrer des signes de culpabilité, surprise en larmes dans les toilettes. Sa mère, en revanche, restait inflexible. Le climat changeait lentement. Certains parents remettaient en question leur position. Dr Helen Brooks publia l'historique complet de Rex, risquant sa carrière. Des commerçants affichèrent des messages de soutien. Un policier local, Ethan Morales, anciennement impliqué dans la décision d'éloigner Rex, commença à étudier des cas similaires où des chiens avaient détecté des urgences médicales avant les humains. Pourtant, malgré cette prise de conscience collective, rien ne changeait pour Lily. Elle continuait de s'éteindre doucement, et le temps semblait jouer contre elle. Puis, un soir de pluie battante, le téléphone de Daniel vibra. C'était Mark. Sa voix était tendue, presque paniquée. « Rex s'est échappé », annonça-t-il. « Il a forcé une clôture. Je le cherche depuis des heures, mais avec ce temps… » Daniel sentit son cœur s'emballer. « Tu crois qu'il… » Mark hésita. « Je pense qu'il essaie de rentrer, de retrouver Lily. » Dans la chambre d'hôpital, sans savoir pourquoi, Lily devint agitée. Elle regardait sans cesse vers la fenêtre,
son rythme cardiaque augmentant par moments. Les infirmières échangèrent des regards perplexes. 3 jours après la fuite de Rex, un changement subtil se produisit. Lily demanda à manger. Sa fièvre baissa légèrement. Les médecins notèrent ces améliorations sans pouvoir les expliquer. Ils ignoraient encore que, quelque part sur les routes détrempées, un berger allemand amaigri avançait, guidé par quelque chose que ni la science ni la logique ne pouvaient mesurer. À des kilomètres de là, sous une pluie froide qui noyait les routes secondaires, Rex avançait. Son corps n'était plus celui du chien puissant qu'il avait été quelques semaines plus tôt. Ses flancs s'étaient creusés, ses côtes se devinaient sous son pelage sombre, et chacun de ses pas semblait lui coûter davantage que le précédent. Pourtant, il continuait. Il ne courait plus. Il marchait, droit, obstiné, comme porté par une certitude intérieure plus forte que la fatigue, la faim ou la douleur. Des automobilistes signalèrent avoir aperçu un grand berger allemand longeant l'autoroute, trempé jusqu'aux os, toujours orienté vers le sud. Certains ralentissaient, d'autres klaxonnaient doucement, comme pour l'encourager. Aucun ne parvint à l'arrêter. À l'hôpital de Brookhaven, personne n'était encore officiellement informé de la fuite de Rex. Mais quelque chose changeait. Lily, habituellement absente, ouvrait désormais les yeux plus souvent. Elle fixait la fenêtre, fronçait légèrement les sourcils, comme si elle essayait de comprendre une sensation nouvelle. Les infirmières remarquèrent que son rythme cardiaque se stabilisait par moments sans raison médicale apparente. « C'est étrange », murmura l'une d'elles en notant les constantes, comme si elle réagissait à quelque chose d'extérieur. Le docteur Keller demanda une surveillance renforcée, partagé entre espoir prudent et inquiétude professionnelle. Il avait appris à se méfier des améliorations inexpliquées. Pendant ce temps, la rumeur de la fuite de Rex se répandait lentement dans la ville. Certains policiers, officiellement tenus de signaler tout chien classé à risque, choisirent de ralentir leur patrouille. L'agent Ethan Morales, profondément marqué par le dossier Parker, alla plus loin. Il plaça discrètement des bouteilles d'eau et un peu de nourriture près de certaines aires de repos sur la route menant à Brookhaven. « Je ne fais rien d'illégal », déclara-t-il à la radio. « Je préviens juste les automobilistes. » En réalité, il ouvrait la voie. 3 jours après la disparition de Rex, Lily connut sa première amélioration franche. Elle demanda un bol de soupe. Eva resta figée quelques secondes avant de fondre en larmes en appelant une infirmière. Daniel, réveillé en sursaut sur sa chaise, vit pour la première fois depuis des semaines un peu de couleur revenir sur le visage de sa fille. Les médecins parlèrent de rémission temporaire, refusant de tirer des conclusions hâtives. Mais au fond d'eux, tous sentaient que quelque chose d'anormal se produisait. Rex atteignit les abords de Brookhaven au crépuscule du 4e jour. Il reconnut immédiatement l'odeur de la ville, les sons familiers, les routes qu'il avait tant parcourues aux côtés de Lily. Il évita les rues principales, emprunta les trottoirs ombragés, longea le parc où il jouait autrefois, s'arrêta brièvement devant l'ancienne maison des Parker, désormais vide. Il resta immobile quelques secondes, museau levé, comme s'il prenait des forces dans les souvenirs, puis reprit sa route. Des habitants sortirent sur leur perron, silencieux. Certains pleuraient, personne n'essaya de l'arrêter. À l'hôpital, une infirmière de nuit, dont la fille était dans la classe de Lily, reconnut Rex à travers les vitres du parking. Son cœur s'emballa. Sans alerter la sécurité, elle entr'ouvrit une porte de service. « Par là !» murmura-t-elle. D'autres membres du personnel, déjà au courant, formèrent un couloir discret. Rex traversa l'hôpital comme s'il y était déjà venu 100 fois, guidé par une intuition infaillible. Lorsqu'il entra dans le service pédiatrique, le silence se fit. Dans la chambre, Lily s'agita soudain. Ses moniteurs bipèrent plus rapidement. Avant que quiconque ne puisse réagir, un museau humide toucha sa main. Un gémissement familier brisa l'air. Les yeux de Lily s'ouvrirent. « Rex !» murmura-t-elle. Les jours suivants furent de presque miraculeux. Lily mangeait, elle souriait, elle parlait. Les médecins, bouleversés, autorisèrent exceptionnellement la présence du chien, constatant que chaque interaction améliorait ses constantes vitales. Rex ne quittait pas son chevet. Il dormait peu, toujours attentif aux moindres changements. Le personnel hospitalier fermait les yeux, conscient d'assister à quelque chose de rare. Mais le répit fut bref. 3 jours après les retrouvailles, au cœur de la nuit, Lily fit une rechute brutale. Sa température s'envola. Sa respiration devint sifflante. Rex fut le premier à alerter, aboyant avec une détresse qui réveilla tout le service. « Quelque chose ne va pas » chuchota Lily en agrippant son pelage. Les médecins accoururent.
les traitements habituels échouèrent. « Nous devons la transférer en soins intensifs », ordonna le docteur Keller. Lily, terrifiée, s'accrocha à Rex. « Ne le laissez pas partir !» supplia-t-elle. Ce furent ses dernières paroles conscientes. Le code d'urgence retentit. Les machines s'emballèrent. Rex fut enfin éloigné, hurlant de désespoir. Dans la salle d'attente, Ava s'effondra contre Daniel, vidé de larmes. Rex, maintenu dans le couloir, posa son museau contre la porte close des soins intensifs, refusant de bouger. À 3h47 du matin, le docteur Keller sortit, le visage blême. « Je suis désolé », dit-il simplement. Le monde s'arrêta. Le matin se leva sur une ville en deuil. La chambre de Lily fut vidée, laissant derrière elle des dessins et des peluches devenus insupportables à regarder. Rex refusa de quitter l'hôpital jusqu'à ce que Mark Dalton arrive pour l'emmener. À Brookhaven, le drapeau de l'école fut mis en berne. Les murmures cessèrent. Même ceux qui avaient exigé le départ de Rex se turent, écrasés par le poids de la perte. Madison Cole finit par avouer la vérité à ses parents, en larmes. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Et tous croyaient que cette histoire allait s'achever ainsi. Ils se trompaient. La nouvelle de la mort de Lily se répandit dans Brookhaven comme une onde de choc silencieuse. Les conversations cessèrent dans les cafés, les téléphones s'abaissèrent dans les mains tremblantes et une chape de culpabilité collective sembla s'abattre sur la ville entière. À la ferme de Mark Dalton, Rex cessa presque totalement de s'alimenter. Il restait couché près de la clôture, le regard fixé sur l'horizon, comme s'il attendait un appel qui ne viendrait plus. Mark, pourtant habitué aux animaux brisés par l'abandon ou la perte, n'avait jamais vu un chien sombrer ainsi. Finalement, il prit une décision difficile. Quelles que soient les règles, Rex devait dire adieu. Les préparatifs des funérailles se déroulèrent dans une sorte de brouillard irréel. Daniel et Ava Parker avançaient mécaniquement, signant des papiers, choisissant des fleurs, répondant à des questions dont ils ne comprenaient plus le sens. La petite chapelle du cimetière de Silverwood Memorial fut choisie. Les murs y étaient ornés de vitraux anciens qui diffusaient une lumière douce, presque irréelle. Un minuscule cercueil blanc, trop petit pour contenir toute une vie, fut déposé au centre. Eva passa des heures à repasser la robe bleue préférée de Lily, ses mains tremblantes lissant le tissu comme si ce geste pouvait encore la protéger. Daniel tenta d'écrire quelques mots pour l'éloge funèbre, mais chaque phrase s'effondrait sous le poids de l'injustice. Le jour venu, la ville sembla retenir son souffle. Les commerces fermèrent au plus tôt. Des bouquets de fleurs blanches envahirent l'entrée du cimetière. À l'école, le bureau de Lily avait été transformé en mémorial improvisé, couvert de dessins, de lettres et de rubans. Même ceux qui avaient exigé l'éloignement de Rex baissaient désormais les yeux, incapables d'affronter leur propre responsabilité. À l'aube, à la ferme, Rex devint soudainement agité. Il refusa la laisse, recula lorsque Mark tenta de l'approcher, puis profita d'un portail mal refermé. Cette fois, sa fuite n'était pas une errance. C'était une mission. Il se mit en route avant même que le soleil ne perce la brume. Sa démarche était différente de la précédente. Plus lente, plus lourde, mais chargée d'une détermination farouche. Des chauffeurs routiers reconnurent immédiatement le chien. « C'est lui », signalèrent-ils à la radio locale, le chien de la petite fille. Sans le savoir, un réseau informel se mit en place. Certains ralentissaient, d'autres déposaient de l'eau au bord de la route. L'agent Ethan Morales suivait à distance, feux allumés, assurant une sécurité officieuse. « Je fais juste en sorte qu'il arrive », déclara-t-il sobrement. Rex traversa la campagne, franchit un ruisseau, s'arrêta brièvement pour boire malgré ses pattes désormais blessées, puis reprit sa route. À mesure qu'il approchait de Brookhaven, les habitants sortaient sur leurs porches. Des enfants le regardaient passer en silence. Personne ne parlait, personne ne tentait de l'arrêter. Lorsque le clocher de Silverwood Memorial apparut au loin, Rex accéléra légèrement, comme porté par une dernière réserve d'énergie. Au cimetière, la cérémonie avait commencé. La chapelle débordait de monde, Daniel et Ava étaient assis au premier rang, leurs mains serrées l'une contre l'autre, leurs visages figés par un chagrin trop profond pour être exprimés. Le directeur de l'école, M. Caldwell, prit la parole en premier, la voix brisée. « Nous avons échoué, admit-il. En voulant protéger tout le monde, nous n'avons protégé personne. » Les membres du conseil scolaire fixaient le sol. Puis Madison Cole s'avança, soutenue par sa mère. Les mots qu'elle prononça, noyés de larmes, résonnèrent comme un aveu tardif mais sincère. Alors que Daniel se levait pour commencer son éloge, un murmure parcourut l'assemblée.
Les portes de la chapelle s'ouvrirent lentement. Rex entra, sa fourrure était souillée, ses flancs maigres, ses pattes laissant des traces de sang sur le sol clair. Pourtant, il avançait avec une dignité qui força le silence. Eva se leva à moitié, mais Daniel posa doucement sa main sur son bras. Ils comprirent de tous les deux que rien ne devait interrompre ce moment. Rex s'approcha du cercueil et posa sa tête contre le bois blanc. Un long gémissement s'éleva, un son chargé de toute la douleur que les humains présents n'arrivaient pas à exprimer. Le ministre hésita à intervenir, mais les mots moururent dans sa gorge. Ce qui se déroulait devant eux dépassait les règles, les protocoles, les convenances. Rex resta immobile un instant, puis son comportement changea. Il gratta doucement le cercueil, puis plus fort. Son gémissement devint insistant. La tension monta dans la chapelle. Certains murmurèrent qu'il fallait l'éloigner. D'autres sentaient, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose d'anormal se produisait. Rex posa soudain ses deux pattes sur le cercueil et émit un son rauque, presque primitif. Eva sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas un adieu. C'était un appel, un refus. Dr Samuel Harding, un ancien urgentiste à la retraite, présent parmi les invités, se leva brusquement. Son regard était fixé sur le chien. « Attendez, dit-il d'une voix ferme, j'ai déjà vu ça. » Le silence devint total. Rex, comme s'il avait reconnu une autorité, se calma légèrement, ses yeux rivés sur le médecin. Dr Harding s'approcha lentement du cercueil, son esprit revisitant des souvenirs enfouis de sa carrière. « Parfois, murmura-t-il, ce que nous prenons pour la mort n'est qu'un état extrême, rare mais réel. » Le directeur du funérarium hésita, les mains tremblantes sur la clé. Dans la chapelle baignée de lumière naturelle, chacun retenait son souffle suspendu entre le désespoir et une possibilité que personne n'osait encore nommer. Dans la chapelle figée, personne n'osait plus respirer. Le docteur Samuel Harding s'agenouilla lentement malgré l'arthrose qui raidissait ses genoux, son regard ne quittant pas Rex. Le chien avait cessé d'aboyer. Il tremblait, mais ses yeux étaient d'une clarté troublante, fixés sur le cercueil, comme s'il attendait une confirmation. « J'ai vu ce regard », murmura le médecin, plus pour lui-même que pour les autres. « C'est le même que j'ai vu chez des chiens de recherche, quand ils détectent une vie là où personne ne la soupçonne plus. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Le directeur du funérarium, M. Alden, s'éclaircit la gorge. « Docteur, toutes les procédures ont été respectées. Le certificat de décès a été signé. » Harding leva la main, sans agressivité, mais avec une autorité qui imposa le silence. « Les procédures n'ont jamais été infaillibles, » répondit-il calmement, surtout quand il s'agit d'enfants soumis à un stress extrême. Il se pencha légèrement, collant son oreille contre le cercueil, comme s'il cherchait à entendre quelque chose d'impossible. Rex se rapprocha encore, son museau frôlant la main du médecin. « Il y a eu des cas, » reprit Harding, sa voix gagnant en assurance, « où le corps entre dans un état de ralentissement si profond qu'il trompe même les instruments modernes. Hypothermie, choc émotionnel, effondrement métabolique, le pouls devient imperceptible, la respiration quasi inexistante. » Eva sentit ses jambes faiblir. Daniel la soutint sans quitter la scène des yeux. « Ouvrez, » dit Harding enfin, pas pour désobéir aux règles, pour vérifier. Le temps sembla s'étirer douloureusement. Monsieur Alden regarda la clé dans sa main comme si elle pesait une tonne. Autour de lui, personne ne protestait plus. Même le ministre avait reculé d'un pas, conscient que ce moment dépassait toute liturgie. « Pour le registre, » murmura le directeur du funérarium, « ceci est exceptionnel. » Il tourna lentement la clé. Le déclic résonna dans la chapelle comme un coup de tonnerre étouffé. Rex gémit doucement, mais cette fois, ce n'était plus un cri de détresse. C'était presque un encouragement. Lorsque le couvercle fut entrouvert, Dr Harding agissait déjà. Il sortit un vieux stéthoscope de sa sacoche, vestige d'une époque où l'on se fiait autant à l'oreille humaine qu'aux machines. « Ouvrez les fenêtres !» ordonna-t-il. « J'ai besoin de vraie lumière. » Des mains tremblantes s'exécutèrent, les vitraux s'ouvrirent, laissant entrer la clarté froide du matin. Harding posa le stéthoscope contre la poitrine immobile de Lily. Les secondes passaient. 1, 2, 3, puis son visage changea, subtilement, mais suffisamment pour que Daniel le remarque. « Il y a quelque chose, » souffla le médecin, « faible, très faible, mais c'est là. » Un sanglot étouffé parcourut la salle. Eva porta ses mains à sa bouche, incapable de parler. « Elle n'est pas morte, » déclara Harding d'une voix ferme. « Elle est dans un coma profond, un état de suspension extrême. » Pendant une fraction de seconde, personne ne comprit réellement ces mots. Puis le sens frappa l'assemblée de plein fouet. « Appelez une ambulance maintenant » lança-t-il.
L'agent Ethan Morales était déjà sur sa radio, la voix tendue. Urgence vitale à Silverwood Memorial. Patiente vivante. Répétée, vivante. Rex s'assit immédiatement près du cercueil, calme pour la première fois depuis son arrivée. Comme si, sa mission accomplie, il pouvait enfin respirer. Les secours arrivèrent en quelques minutes qui semblèrent une éternité. Les techniciens médicaux entrèrent en trombe, mais ralentirent en découvrant la scène. Transfert immédiat à l'hôpital régional de Green Valley, ordonna Harding. Contactez la docteure Rebecca Owens. Dites-lui que c'est similaire au cas de Denver 2002. Les brancardiers s'exécutèrent, manipulant Lily avec une précaution infinie. Eva et Daniel suivirent, leurs mains serrées, l'espoir fragile mais incandescent. À l'hôpital régional, la vérité émergea progressivement. La docteure Owens confirma le diagnostic après des heures d'examens intensifs. Son corps s'est mis en mode survie totale, expliqua-t-elle, une réponse extrême à un stress émotionnel prolongé. Les signes vitaux étaient en dessous des seuils détectables par les appareils standards. Le certificat de décès fut annulé officiellement. Une enquête fut ouverte sur les protocoles. Mais pour les Parker, tout cela n'avait plus d'importance. Lily respirait, elle était vivante. Rex s'assit immédiatement près du cercueil, calme pour la première fois depuis son arrivée. Comme si, sa mission accomplie, il pouvait enfin respirer. Les secours arrivèrent en quelques minutes qui semblèrent une éternité. Les techniciens médicaux entrèrent en trombe, mais ralentirent en découvrant la scène. Transfert immédiat à l'hôpital régional de Green Valley, ordonna Harding. Contactez la docteure Rebecca Owens. Dites-lui que c'est similaire au cas de Denver 2002. Les brancardiers s'exécutèrent, manipulant Lily avec une précaution infinie. Eva et Daniel suivirent, leurs mains serrées, l'espoir fragile mais incandescent. À l'hôpital régional, la vérité émergea progressivement. La docteure Owens confirma le diagnostic après des heures d'examens intensifs. Son corps s'est mis en mode survie totale, expliqua-t-elle, une réponse extrême à un stress émotionnel prolongé. Les signes vitaux étaient en dessous des seuils détectables par les appareils standards. Le certificat de décès fut annulé officiellement. Une enquête fut ouverte sur les protocoles, mais pour les Parker, tout cela n'avait plus d'importance. Lily respirait, elle était vivante. Rex fut autorisé à rester auprès d'elle sous surveillance. Les médecins notèrent immédiatement des variations positives lorsque le chien était présent. Le rythme cardiaque se stabilisait, la saturation augmentait. « Ce n'est pas de la magie », expliqua Owens à ses collègues. « C'est la biologie de l'attachement. » Dr Harding, épuisé mais ému, visita Lily chaque jour. « J'ai sauvé des centaines de vies », confia-t-il un soir à Daniel. « Mais aujourd'hui, c'est ce chien qui m'a rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. » La nouvelle du miracle de Silverwood se répandit bien au-delà de Brookhaven. Les médias affluèrent, mais la famille refusa toute interview. Leur seul objectif était la guérison de Lily. Et jour après jour, lentement, contre toute attente, elle revenait, ses doigts bougèrent, ses paupières frémirent. Puis un matin, elle murmura un mot. « Rex ». Le chien leva immédiatement la tête, la queue battant doucement contre le sol. Les médecins échangèrent un regard incrédule. La science expliquait une partie, mais pas tout. Le réveil progressif de Lily transforma l'hôpital régional de Green Valley en un lieu suspendu entre la science et l'inexplicable. Les médecins avançaient avec une prudence extrême, mesurant chaque progrès, refusant de promettre quoi que ce soit. Pourtant, jour après jour, les signes étaient là. Ses constantes vitales se stabilisaient. Sa respiration devenait plus profonde. Ses doigts se refermaient parfois sur la couverture, surtout lorsque Rex reposait près d'elle. Le chien semblait comprendre que chaque mouvement comptait. Il restait immobile pendant des heures, levant parfois la tête au moindre changement, comme un gardien silencieux. La docteure Rebecca Owens documentait méticuleusement chaque évolution. Il existe des études sur les animaux capables de détecter des variations physiologiques infimes, expliquait-elle à ses internes. Mais ce que nous observons ici dépasse largement les modèles habituels. La nouvelle s'était répandue bien au-delà de Brookhaven. Journalistes, chercheurs, responsables administratifs tentaient d'obtenir des informations, mais l'hôpital mit en place un périmètre strict. Eva et Daniel ne voulaient plus de débats, plus d'opinions, plus de jugements, seulement leur fille. Lorsqu'enfin Lily ouvrit pleinement les yeux, ce fut Rex qu'elle chercha en premier. Il s'approcha doucement, posa sa tête contre son bras, et Lily sourit. Un vrai sourire, celui qu'Eva n'avait pas vu depuis des mois. Ce jour-là, plusieurs infirmières quittèrent la chambre les yeux rougis, incapables de masquer leur émotion.
Pendant ce temps, Brookhaven changeait, lentement d'abord, puis de manière irréversible. Le Brookhaven Gazette publia une édition spéciale intitulée « Quand la peur aveugle une communauté ». L'article détaillait les erreurs, les décisions précipitées, les témoignages ignorés. Le nom de Rex y apparaissait non plus comme une menace mais comme un sauveur. À l'école, le conseil pédagogique convoqua une réunion exceptionnelle. Monsieur Caldwell, visiblement marqué, reconnut publiquement que les décisions avaient été guidées davantage par la crainte juridique que par l'écoute des faits. « Nous avons confondu prévention et injustice », admit-il. Madison Cole demanda à rencontrer les Parker à l'hôpital. Eva hésita longuement, puis accepta. La jeune fille entra, les épaules voûtées, incapable de soutenir le regard de Lily. « Je suis désolée », murmura-t-elle en pleurant. « J'ai menti, j'avais peur. » Lily, encore faible, posa doucement sa main sur celle de Rex. « Il m'a sauvée », répondit-elle simplement. Cette phrase d'une innocence désarmante pesa plus lourd que n'importe quelle accusation. La mère de Madison retira officiellement toutes ses plaintes et participa à un fonds d'aide pour les frais médicaux. L'agent Ethan Morales présenta son rapport au conseil municipal, recensant des cas nationaux où des chiens avaient détecté des urgences médicales avant les humains. « Nous avons traité un animal comme une menace sans comprendre ce qu'il était réellement », conclut-il. Dr. Ellen Brooks, la vétérinaire, fut officiellement blanchie et invitée à participer à la rédaction de nouvelles directives municipales concernant les animaux de soutien émotionnel. Les commerces, qui avaient tourné le dos aux Parker, affichèrent désormais des messages de soutien. Des collectes s'organisèrent. Des enfants vendaient des bracelets faits main avec l'inscription « Rex et Lily ». À l'hôpital, Lily entama une rééducation progressive. Rex était présent à chaque séance, sa simple proximité apaisant les tremblements et la fatigue. Les médecins notèrent une corrélation constante entre sa présence et les progrès de l'enfant. « Nous allons devoir repenser certaines règles », admit la Dr. Owens lors d'une conférence interne. « L'émotion n'est pas un facteur secondaire, elle est parfois centrale. » Dr. Harding, désormais considéré comme un héros discret, refusa toute médiatisation. « Le vrai mérite revient au chien », répétait-il. « Moi j'ai juste écouté. » Lorsque Lily fut enfin autorisée à quitter l'hôpital, le personnel forma une haie silencieuse dans le couloir. Certains applaudissaient doucement, d'autres pleuraient. Lily avançait lentement, une main posée sur le dos de Rex, l'autre tenant celle de sa mère. À l'extérieur, une surprise les attendait. Monsieur Wilson, l'ancien voisin, se tenait près d'une petite voiture entourée de ballons. « La ville s'est mobilisée », expliqua-t-il à Daniel en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur, un acte de propriété. Une petite maison sur Oak Ridge Drive, achetée collectivement pour la famille Parker. 3 chambres, un jardin clôturé. Pour que Rex puisse courir librement, ajouta-t-il simplement. Le déménagement fut pris en charge par des bénévoles. Des artisans locaux rénovèrent la maison, des élèves peignirent des fresques colorées. La chambre de Lily fut décorée avec soin. Ses dessins de Rex encadrés, une fenêtre donnant sur le jardin, un coussin géant au pied du lit pour son compagnon à 4 pattes. Eva quitta son emploi à la laverie pour travailler avec la fondation nouvellement créée par Dr. Harding, dédiée à l'étude du lien entre animaux et santé humaine. Daniel accepta un poste local, rentrant chaque soir à la maison. Rex, officiellement réhabilité, devint le symbole de Brookhaven. Certifié chien de soutien, il accompagnait Lily à l'école, désormais accueillie sans crainte. Un espace dédié aux animaux de thérapie fut inauguré dans la cour. Lors de la cérémonie, Lily prit la parole, sa voix encore fragile mais assurée. « Parfois, dit-elle, l'amour n'a pas besoin de mots. Il court, il attend, et il ne vous abandonne jamais. » La foule se leva. L'histoire de Rex et Lily avait changé la ville. Et pour la première fois depuis longtemps, Brookhaven se souvenait de ce que signifiait vraiment être une communauté. Les mois qui suivirent la sortie de Lily de l'hôpital transformèrent profondément Brookhaven, bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. La petite ville, autrefois fracturée par la peur et les rumeurs, semblait désormais animée par un besoin collectif de réparer, d'apprendre et surtout de ne pas oublier. Chaque pas que Lily faisait vers la guérison était observé avec une attention presque solennelle. Elle retournait à l'école progressivement, d'abord quelques heures par jour, toujours accompagnée de Rex, désormais officiellement reconnu comme chien de soutien thérapeutique. Son arrivée chaque matin dans le hall de l'école provoquait un silence respectueux, puis des sourires. Les enfants s'accroupissaient pour le saluer,
Les enseignants s'écartaient pour lui laisser le passage. Plus personne ne voyait en lui un danger. Il était devenu un symbole vivant. Lily, encore fragile, avançait lentement mais sûrement. Sa santé s'améliorait à mesure que son environnement redevenait sécurisant. Les médecins confirmaient que son système immunitaire se renforçait, que son corps reprenait confiance, comme s'il avait enfin reçu l'autorisation de guérir. Lors des séances de suivi, la docteure Rebecca Owens évoquait désormais le cas Parker comme une référence. Nous avons longtemps sous-estimé le rôle de l'attachement émotionnel, expliquait-elle lors de conférences médicales. Cette affaire nous oblige à revoir certaines certitudes. Des hôpitaux voisins commencèrent à mettre en place des programmes pilotes autorisant la présence encadrée d'animaux de soutien auprès de jeunes patients. À Brookhaven, les décisions administratives évoluaient également. Le conseil scolaire adopta de nouvelles politiques, intégrant le bien-être émotionnel des élèves dans les protocoles de sécurité. Des formations furent dispensées aux enseignants sur la gestion du harcèlement et sur l'importance des liens affectifs dans le développement de l'enfant. Un programme anti-intimidation porté par les élèves eux-mêmes vit le jour. Madison Cole, profondément marquée par les conséquences de ses actes, en devint l'une des porte-paroles les plus engagées. « J'ai appris trop tard ce que la peur peut détruire », déclara-t-elle lors d'une assemblée. « Mais je peux encore empêcher que ça se reproduise. » La fondation créée par Dr Samuel Harding gagna rapidement en visibilité. Basée sur la recherche et la sensibilisation aux liens entre humains et animaux, elle attira des chercheurs, des bénévoles et des familles venues de tout l'État. Eva Parker, désormais coordinatrice des actions communautaires, témoignait souvent, non pas comme une mère endeuillée, mais comme une mère revenue de l'abîme. « Nous pensions protéger notre enfant en cédant à la pression », confiait-elle. Mais ce qui la maintenait en vie, c'était ce lien que nous avions sous-estimé. Daniel, de son côté, retrouvait peu à peu une stabilité. Travailler localement lui permettait d'être présent chaque soir, de partager les repas, d'aider Lily à faire ses devoirs, Rex toujours couché à leurs pieds. Les silences dans la maison n'étaient plus lourds, ils étaient paisibles. Le jardin, autrefois simple terrain vague, était devenu un lieu de jeu, de rire et parfois de discussions sérieuses. Lily s'asseyait souvent près de la clôture, Rex à ses côtés, observant les saisons changer. La ville n'oubliait pas ce qu'elle avait failli perdre. Chaque année, à la date où Lily avait été hospitalisée pour la dernière fois, Brookhaven organisait une journée de sensibilisation. Les écoles invitaient des vétérinaires, des médecins, des éducateurs. On parlait d'empathie, de responsabilité collective et du danger des jugements hâtifs. Une fresque murale représentant une petite fille et un berger allemand, reliés par une ligne de lumière, fut inaugurée près de l'école. En dessous, une simple inscription « Écoutez avant de décider ». Rex vieillissait doucement. Son museau blanchissait, ses mouvements devenaient un peu plus lents, mais sa vigilance restait intacte. Il continuait d'accompagner Lily partout, s'arrêtant parfois pour reprendre son souffle, mais refusant toujours de rester en arrière. Les vétérinaires disaient qu'il avait donné plus qu'un chien ordinaire, qu'il semblait animé par une mission accomplie mais jamais abandonnée. Lily, consciente de son âge, passait plus de temps encore à ses côtés, lui lisant des histoires, brossant son pelage avec soin. « Tu m'as sauvé », lui murmurait-elle parfois. Rex répondait en posant doucement sa tête sur ses genoux. Les médias nationaux finirent de par raconter l'histoire, mais d'une manière différente. Plus question de sensationnalisme. On parlait désormais de responsabilité collective, de science et d'humanité, de ce que les communautés peuvent perdre lorsqu'elles laissent la peur décider à leur place. Brookhaven devint un exemple, un rappel que les erreurs peuvent être reconnues, corrigées et transformées en quelque chose de meilleur. Pour les Parker, la vie ne redevenait pas parfaite, les cicatrices restaient. Les nuits de peur n'étaient pas totalement effacées. Mais chaque matin où Lily se réveillait en appelant Rex, chaque soir où Daniel fermait la porte sur une maison enfin stable, chaque sourire échangé autour de la table rappelait une vérité simple. L'amour, lorsqu'il est ignoré, peut détruire. Mais lorsqu'il est écouté, il peut sauver des vies. Avec le temps, l'histoire de Lily et de Rex cessa d'être simplement un événement marquant pour devenir une référence silencieuse, presque une leçon transmise sans qu'il soit nécessaire de la répéter. Brookhaven ne parlait plus seulement de ce qui s'était passé, mais de ce que cela avait changé. Les parents observaient désormais leurs enfants avec plus d'attention. Les enseignants prenaient davantage de temps pour écouter ce qui n'était pas toujours exprimé clairement.
Les décisions, autrefois prises dans l'urgence et la peur, étaient désormais précédées de discussions plus longues, plus humaines. On avait appris, parfois douloureusement, que la sécurité ne se mesure pas uniquement en règlement, mais aussi en compréhension. Lily grandissait, sa santé restait surveillée, mais les médecins se montraient désormais confiants. Elle reprenait du poids, retrouvait de l'énergie et surtout de la curiosité pour le monde. À l'école, elle participait de nouveau aux discussions, levait la main, riait avec ses camarades. Rex restait toujours à proximité, parfois allongé près de la porte de la classe, parfois assis calmement lors des pauses. Sa simple présence suffisait à rassurer Lily, mais aussi les autres enfants, qui semblaient instinctivement comprendre qu'il n'était pas là par hasard. Les réunions municipales abordaient régulièrement le sujet du lien entre bien-être émotionnel et santé physique. Des budgets furent alloués à des programmes de soutien, à des formations pour le personnel éducatif et médical. La fondation du docteur Samuel Harding reçut des subventions, permettant d'étendre ses recherches et d'aider d'autres familles confrontées à des situations similaires. Ava témoignait souvent lors de ces rencontres, rappelant que derrière chaque dossier se cache une vie réelle. Nous avons presque perdu notre fille, non pas à cause d'une maladie incurable, mais parce que nous avons ignoré ce qui la maintenait en vie, disait-elle avec une sincérité qui laissait rarement indifférent. Daniel, lui, avait retrouvé une forme de paix intérieure. Les nuits sur la route, les kilomètres avalés dans la solitude, avaient laissé place à des soirées simples, rythmées par les devoirs, les repas partagés et les promenades avec Rex. Il avait appris à ralentir, à mesurer la valeur du temps passé ensemble. Parfois, assis sur le perron au crépuscule, il observait Lily jouer dans le jardin, Rex couché non loin, et réalisait à quel point ils avaient frôlé l'irréparable. Rex, malgré son âge, continuait d'assumer son rôle avec une constance admirable. Ses pas étaient plus lents, ses siestes plus longues, mais son regard restait vigilant. Les vétérinaires parlaient d'un chien exceptionnel, mais Lily savait que ce mot ne suffisait pas. Pour elle, Rex n'était pas un héros, ni un symbole. Il était simplement celui qui ne l'avait jamais abandonnée. Lorsqu'elle se sentait fatiguée ou inquiète, elle posait sa main sur son dos, sentait sa respiration régulière et retrouvait un calme que rien d'autre ne pouvait lui offrir. À Brookhaven, certains habitants gardaient encore une gêne, une forme de honte silencieuse. Ils avaient soutenu des décisions qu'ils regrettaient désormais. Mais plutôt que de nier, beaucoup choisirent d'agir. Ils s'engagèrent dans des associations, participèrent aux événements communautaires, aidèrent les familles en difficulté. La ville, sans être parfaite, était devenue plus attentive, plus solidaire, comme si l'épreuve avait révélé ce qui comptait vraiment. Les médias finirent par se détourner, attirés par d'autres histoires. Mais à Brookhaven, personne n'oublia. La fresque près de l'école était régulièrement fleurie. Les nouveaux habitants en demandaient l'histoire, et les anciens la racontaient avec une gravité respectueuse. « C'est ici que nous avons appris à écouter », disait-il simplement. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines, Lily s'assit près de Rex, incarnée sur les genoux. Elle écrivait, pas sur la peur ni sur la maladie, mais sur la loyauté, sur l'amitié, sur ce que signifie aimer sans condition. Rex posa sa tête contre sa jambe, soupira doucement. Ava et Daniel les observaient depuis la maison, conscients que ce moment ordinaire était en réalité un privilège immense, car ils savaient tous les trois une chose essentielle. La vie peut basculer à cause de décisions prises trop vite, de peurs mal comprises, mais elle peut aussi être sauvée par ceux qui restent fidèles, qui insistent, qui refusent d'abandonner, même lorsque tout le monde a déjà renoncé. Et parfois, ces êtres-là ne parlent pas. Ils marchent à quatre pattes, attendent patiemment et aiment sans jamais poser de conditions. Les années passèrent doucement, comme si le temps lui-même avait décidé d'être plus indulgent avec la famille Parker. Lily grandissait, non sans cicatrices, mais avec une maturité qui dépassait largement son âge. Elle comprenait désormais que sa vie avait tenu à un fil et que ce fil avait été tenu par une loyauté que personne n'avait su reconnaître à temps. Rex vieillissait à ses côtés, son pas devenant plus lent, son museau blanchissant davantage chaque saison, mais son regard restait le même, profond, attentif, présent. À Brookhaven, l'histoire n'était plus racontée comme une rumeur ou un fait divers. Elle était devenue une mémoire collective. Les anciens la transmettaient aux nouveaux habitants, les enseignants la partageaient avec les élèves les plus âgés.
non pour raviver la douleur, mais pour rappeler une vérité essentielle. La peur peut pousser à l'erreur, mais l'amour, lui, ne se trompe jamais d'intention. La fresque près de l'école était désormais protégée par la municipalité. En dessous, une plaque avait été ajoutée avec une phrase simple « À ceux qui n'ont jamais cessé d'attendre ». La fondation fondée par le docteur Samuel Harding poursuivait son expansion. Des études sérieuses confirmaient ce que Rex avait prouvé sans un mot. Les animaux perçoivent des signaux que la technologie ignore encore. Des protocoles hospitaliers évoluèrent, autorisant la présence encadrée d'animaux de soutien dans des situations critiques. Des familles témoignaient, affirmant que la présence d'un chien, d'un chat, parfois même d'un cheval, avait changé l'issue de leur combat. Chaque conférence se terminait par la même photo projetée sur écran, une petite fille souriante, la main posée sur le dos d'un berger allemand fatigué mais fier. Lily, devenue adolescente, prit un jour la parole lors d'un rassemblement communautaire. Sa voix était assurée, mais chargée d'émotion. « On m'a dit que j'étais morte », déclara-t-elle calmement. Mais quelqu'un a refusé de l'accepter. Quelqu'un qui n'avait ni diplôme, ni autorité, ni voix pour se défendre, il avait juste un cœur qui savait. Elle baissa les yeux vers Rex, assis à ses pieds. Le public resta silencieux, conscient d'assister à quelque chose de rare, de profondément humain. Rex ne vivait plus que pour les choses simples. Les promenades courtes, le soleil sur le perron, la présence de Lily. Il dormait beaucoup, rêvait parfois, ses pattes bougeant doucement comme s'il courait encore sur la route menant au cimetière. Le vétérinaire parla un jour avec douceur. « Il est fatigué, mais il est en paix. » Lily passa cette nuit-là allongée près de lui, murmurant des souvenirs, des remerciements, des promesses qu'elle savait impossibles à tenir mais nécessaires à dire. Quand Rex s'éteignit, ce fut calmement, la tête posée sur les genoux de Lily, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Il n'y eut pas de sirène, pas de panique, seulement des larmes silencieuses et une gratitude infinie. Brookhaven organisa un hommage discret. Pas de cercueil cette fois, juste un arbre planté dans le parc près de l'école. Un chêne solide destiné à durer bien plus longtemps que ceux qu'il avait plantés. À sa base, une plaque indiquait « Rex », fidèle jusqu'au dernier souffle. Lily retourna souvent près de cet arbre. Elle y lisait, y écrivait, y pensait. Elle savait que sa vie porterait toujours cette empreinte. Elle choisit plus tard des études en psychologie et en éthologie, déterminée à comprendre ce lien que personne n'avait su expliquer totalement. À chaque étape, elle se souvenait de ce jour où tout le monde avait abandonné, sauf un chien. Car au fond, cette histoire n'était pas seulement celle d'un enfant et de son chien, c'était celle d'une communauté confrontée à ses propres failles. Celle d'adultes qui avaient oublié d'écouter. Celle d'un monde trop pressé de juger, trop lent à comprendre. Et surtout, celle d'un amour silencieux, obstiné, capable de traverser la distance, l'injustice et même la mort apparente. Si cette histoire nous touche autant, ce n'est pas parce qu'elle parle de miracles. C'est parce qu'elle nous rappelle quelque chose que nous avons tous su un jour, que la loyauté n'a pas besoin de preuves, que l'amour n'a pas besoin de mots, et que parfois, ceux qui voient le plus clair sont ceux que l'on n'écoute jamais. Alors la prochaine fois que quelqu'un insiste, que quelqu'un attend, que quelqu'un refuse d'abandonner quand tout semble perdu, peut-être vaudrait-il mieux s'arrêter un instant, écouter, observer, parce que parfois la vie est encore là, et elle attend juste qu'on la reconnaisse.